En attendant le tournage de cet inoubliable événement intersidéral, le papa de papa, dans un élan d'euphorie maniaque, jouait de plus en plus à Wall Street. Et vous avez déjà deviné la suite. Un certain jeudi noir, la bourse fit le grand plongeon, et mon grand-père, joueur invétéré, se retrouva sur la paille. Fini les taxis, fini les cinémas, les patrons de la compagnie de café se jetèrent par la fenêtre. Mon père, soudain responsable de son approvisionnement quotidien en calories, se vit forcé de mouiller sa chemise. Il fit le taxi, géra une salle de billard, se mit en cheville avec des escrocs de tous bords et prit des paris. L'été, on le payait pour aller à Saratoga tremper dans des courses hippiques louches au bénéfice d'Albert Anastasia, le parrain de la mafia. Les étés passés au nord de l'État de New York alimentaient toute une série d'autres histoires au moment du coucher. Il avait tellement aimé cette vie-là. Vêtements de luxe, grosses indemnités journalières, petites pépées, et puis un jour, par hasard, il rencontra ma mère. Bingo! Comment il finit avec Nettie est un mystère plus insondable que la matière noire. Aussi mal assortis que Hannah Arendt et Frank Sinatra, ils n'étaient d'accord sur absolument rien, à part Hitler et mes bulletins scolaires. Et pourtant, malgré leurs sanglantes joutes verbales, ils restèrent mariés durant 70 ans pour laisser libre cours à leurs ressentiments, je suppose. Tout de même, je suis sûr qu'ils s'aimaient à leur façon, sur un mode qu'on ne connaît qu'à quelques tribus de réducteurs de tête à Bornéo. Pour défendre maman, je dois dire que Nettie Cherry était une femme merveilleuse, intelligente, courageuse, pleine d'abnégation. Elle était fidèle, aimante et intègre, mais, comment dire, pas jolie tout de suite. Quand, des années plus tard, j'ai raconté que ma mère ressemblait à Groucho Marx, les gens ont cru que c'était pour rire. Atteinte de démence sénile à la fin de sa vie, elle mourut à l'âge de 96 ans. Aussi délirante qu'elle soit, elle ne perdit jamais son talent pour le gvetsch, qu'elle avait élevé au rang de grand art. Papa, encore fringant à 90 ans bien tassé, ne laissa jamais le moindre souci ou problème l'empêcher de dormir, ni aucune pensée perturber ses journées. Sa devise se résumait à « quand la santé va, tout va ». Une sagesse plus profonde que toutes les complexités de la pensée occidentale, aussi simple que ces proverbes qu'on trouve dans les biscuits chinois. Et il conserva la santé. « Rien ne me dérange jamais », se vantait-il. « Tu es bien trop bête pour que quoi que ce soit te dérange », tentait patiemment d'expliquer ma mère. Maman avait 5 sœurs, au physique plus ingrat les unes que les autres, et elle était sans doute la plus laide de la portée. Disons les choses comme ça, la théorie freudienne du complexe d'Édipe, selon laquelle nous tous, les hommes, voulons inconsciemment tuer notre père et épouser notre mère, tombe sur un os quand il s'agit de la mienne. C'est triste à dire, mais même si ma mère était plus responsable, plus mûre, plus respectable et un bien meilleur parent que mon coureur de père à la morale douteuse, je le préférais, lui. Tout le monde le préférait. Sans doute parce que c'était un type tendre, plus chaleureux et plus démonstratif, alors qu'elle ne faisait pas de quartier. C'était elle qui empêchait la famille de couler, grâce à son emploi de comptable chez un fleuriste. Elle tenait la maison, faisait la cuisine, réglait les factures, et veillait à ce qu'il y ait toujours un bout de fromage frais dans les pièges à souris, pendant que mon père détachait de sa liasse quelques billets de 20 $, alors qu'il ne pouvait pas se le permettre, et les fourrait dans ma poche pendant mon sommeil. Lors des rares occasions où il tirait le gros lot, on recevait tous une belle part du gâteau. Papa jouait au casino tous les jours, qu'il neige ou qu'il vente. Une habitude élevée au rang de pratique religieuse. Et qu'il quitte les lieux avec 1 ou 100 $, il revenait toujours les poches vides. Comment ? Eh bien, en achetant des vêtements et d'autres articles indispensables, comme des balles de golf truquées à la trajectoire bizarre, qu'il utilisait pour tromper ses partenaires. Et puis, il dépensait beaucoup pour nous gâter, ma sœur Letty et moi, avec la même générosité insouciante dont son père avait fait preuve envers lui. Par exemple, à certains moments, il travaillait comme serveur la nuit dans la Bowery, où il n'était rémunéré qu'au pourboire. Pourtant, chaque matin, en me réveillant, j'allais au lycée à l'époque, je trouvais un billet de 5 $ sur ma table de chevet. Les autres gamins que je connaissais recevaient 50 cents, peut-être 1 $ d'argent de poche par semaine. Moi, 5 $ par jour. Qu'est-ce que j'en faisais ? Je m'achetais à manger, je me payais de quoi faire des tours de prestidigitation, je finançais mes jeux de cartes ou de dés. Figurez-vous que j'étais devenu prestidigitateur en herbe parce que j'adorais tout ce qui touchait à la magie.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.